L'établissement Seine-Grand Lac supervise un bassin versant de 1650 km² qui couvre 18 départements. Il gère 4 grands lacs réservoirs situés en dérivation des rivières du bassin de la Seine afin de diminuer les effets des crues, de soutenir les étiages et de maintenir l'équilibre écologique des rivières. Cette mission cruciale a nécessité la réalisation de grands ouvrages. Elle a pu s'accomplir grâce à l'engagement des femmes et des hommes qui l'ont menée. Écoutons-les. Je suis arrivée à l'institution en avril 1972. Ces 44 ans passés au service de l'institution m'ont permis de réaliser des missions importantes dans un cadre exceptionnel, au milieu de la forêt et en bordure de ces lacs réservoirs que je ne connaissais pas du tout quand je suis arrivée, puisque j'avais passé toute ma jeunesse dans la région parisienne. Je suis donc arrivé le 1er décembre 1976 en tant que directeur technique de la section des barrages réservoirs de la ville de Paris et mis à disposition à l'institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la Seine. À mon retour de service national, la ville de Paris m'a proposé un poste pour la construction du barrage Aube, ce qui m'a tout de suite enthousiasmé. À partir des années 80, on a pu réaliser les premiers marchés de travaux. Je faisais partie de l'équipe technique chargée des canaux et ouvrages hydrauliques. Dans les années 80, il m'arrivait de venir tous les ans avec mes enfants sur les plages du lac de la Forêt d'Orient. Lorsqu'en 2000, l'opportunité d'un poste s'est présentée, eh bien, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai été accepté et c'est une chance. J'ai commencé par m'occuper des travaux d'entretien et de réhabilitation des ouvrages de Seine, Aube et Yonne. Début des années 90, j'ai changé de fonction pour prendre un poste à l'exploitation et aux études. Parmi ces fonctions d'exploitation, il y avait la gestion du COTECO, qui est le comité technique de coordination de l'institution, qui a évolué au cours de ma carrière. Il faut se rappeler que pour les dossiers de marché, l'ordinateur n'existait pas. Donc c'était un travail de dactylo absolument phénoménal et des dossiers qui faisaient plus de 1000 pages ont été reproduits en une bonne trentaine d'exemplaires. En 2012, l'institution s'est engagée dans une restructuration de nos circonscriptions pour les fusionner en une seule et créer la direction de l'exploitation dont on m'a confié la charge. Ça a été un des moments les plus forts de ma carrière. Mon équipe et moi-même, ceux qui avaient en charge cette mutualisation, il a fallu qu'on s'implique complètement auprès de nos agents pour changer des habitudes, pour construire des façons nouvelles de travailler. Ces enjeux-là ont été difficiles mais passionnants. La construction du lac réservoir Aube a été bien entendu pour moi une aventure extraordinaire, de 1983 à 1990. Nous étions une toute petite équipe de 4 à 5 personnes dédiées localement à la réalisation du lac réservoir Aube. Il a fallu rencontrer les propriétaires de terrain à qui l'outil de travail allait être retiré. Les agriculteurs, les exploitants agricoles, les propriétaires forestiers et également les tout petits propriétaires qui étaient très attachés à leurs biens. Nous n'avons pas toujours été bien reçus. On nous a bien souvent fermé la porte au nez avant que les accords sur le montant des indemnités d'expropriation ne soient formalisés. Tous les dossiers ont été négociés à l'amiable. Aucun dossier n'a été porté devant le juge d'expropriation. Ce qui m'a beaucoup passionné, c'est à m'occuper des projets donc, du lac des Côtes de Champagne et de la Bassée. Cet ouvrage avait pour objectif la réduction des crues en région Île-de-France, uniquement au niveau hydraulique, et d'autre part, renaturer une ancienne zone humide. Dès la conception, il a fallu convaincre les acteurs d'implantation de ces ouvrages. Ce qui a conduit à mener des groupes de travail pour définir ensemble ce que sera ce futur projet. Cette concertation, qui n'avait peut-être pas eu lieu pour les autres grands lacs qui avaient été construits avant, est maintenant indispensable pour mener à bien ces projets. J'ai passé toute ma carrière à l'institution parce que j'ai toujours été passionnée par les tâches qui m'ont été confiées. Ces tâches m'ont permis de rencontrer des femmes et des hommes d'horizons très divers, les collectivités territoriales, les entreprises de travaux publics, de bâtiments et puis bien d'autres.
Moi, ce qui m'a touché le plus dans le cadre de mon métier pendant toutes ces années, c'est notamment de voir le dévouement et la compétence des équipes, notamment en période de crise. J'ai eu la chance, d'une certaine façon, de pouvoir participer pour la gestion de la crue de printemps 2013, où on était associé directement au centre opérationnel de décision sur 3. Et c'est là que j'ai pu voir que nos équipes étaient à la fois disponibles 24 heures sur 24, ont fait preuve d'une grande compétence, m'ont aidé, moi, à pouvoir développer la communication auprès de nos partenaires. Et j'ai vu que là, on avait une vraie mission de service public et que nos agents étaient vraiment impliqués dedans. J'ai été très étonné au cours de ma carrière de voir combien de personnes lisaient les comptes rendus du Coteco, bien que n'y participant pas. Cela prouve que notre gestion éveille l'intérêt des gens en dehors des réunions des conseils d'administration. Un autre temps fort de ma carrière a été de participer à l'étude sur les enjeux socio-économiques des crues en région Île-de-France. Par ailleurs, cette étude a permis de chiffrer le coût d'une grande crue comme 1910 en région Île-de-France, de mieux cerner l'impact de nos ouvrages sur une de telles crues et de voir quels aménagements nouveaux il serait intéressant de mener pour réduire encore le coût de ces dommages. C'est aussi suite à cette étude que la gestion par bassin versant et donc la notion de PTB a été lancée. À sa demande, l'institution a été reconnue en février 2011 établissement public territorial de bassin sous le nom de PTB Seine-Grand Lac. Les missions de l'EPTB vont se diriger dans 2 directions, toutes encadrées par des directives européennes. D'une part, une mission à caractère environnemental pour tout ce qui touche la gestion équilibrée de la ressource en eau. D'autre part, la construction d'une véritable culture du risque autour des inondations. Par exemple, en participant à l'animation des PAPI, en travaillant sur les problématiques de résilience à la fin des crues, et en participant avec nos différents partenaires à des projets qui sont en lien avec le réchauffement climatique. La prise en compte du réchauffement climatique conduira l'institution, comme l'ensemble des gestionnaires d'ouvrages hydrauliques, à prendre des mesures pour améliorer son bilan carbone dans la gestion et l'exploitation de ces ouvrages. Je crois qu'on ne peut pas oublier l'historique de la protection contre les crues au travers des siècles, l'historique de la constitution de l'institution au travers ses différents services. On est quelque chose d'un petit peu spécifique dans une administration française assez centralisée. En effet, nous sommes nés de la crue de 1910 avec une formation qui s'est faite par le préfecture de la Seine. Il n'y avait pas de structure similaire en France avant la prise en compte des EPTB, où nous étions déjà une spécificité, puisqu'avoir des ouvrages à l'amont pour gérer pour l'aval était toujours quelque chose de compliqué à faire passer comme message. Quant à moi, je quitterai l'institution avec la réalisation d'un bilan carbone de l'EPTB et de ses activités sur son territoire. Les missions de l'institution resteront essentielles pour la préservation du cadre de vie d'une population de plus de 12 millions d'habitants.